Bienvenue dans l'émission Des hommes, des territoires. Les élections municipales des 15 et 22 mars 2020 approchent. Si les citoyens doivent s'assurer simplement d'avoir une carte d'électeur à jour, les élus sortants et les candidats doivent tenir compte d'un certain nombre d'obligations à respecter. Je reçois aujourd'hui Ludovic Rochette, président de l'Association des maires de Côte-d'Or. Bonjour Monsieur Rochette. Bonjour. Et Christophe Marot, sous-préfet de l'arrondissement de Dijon et secrétaire général de la préfecture de Côte-d'Or. Bonjour Monsieur Marot. Bonjour. Nous allons ensemble détailler ces règles à suivre pour ces élections. Une première question, messieurs. Les élections municipales sont-elles un rendez-vous important pour la démocratie? Monsieur Rochette. C'est le rendez-vous parce que dans notre système français, quand même, tout part de la commune. On a les 35 000 communes. Et puis, d'un point de vue après très politique, ce qui découle derrière, eh bien, c'est souvent les municipales qui en sont les raisons. Il y a l'intercommunalité, il y a les sénatoriales, il y a les cantonales, il y a les régionales, et puis il y a la présidentielle qui est en 2022, donc on voit qu'on est au début d'un cheminement d'élection. Un attachement particulier également des citoyens à la proximité et au maire, par conséquent. Vous avez vu le sondage qui est sorti il y a peu. L'élu préféré, c'est le maire avec 63%. Par contre, on en reparlera, mais les mêmes personnes, à 84%, disent ne pas vouloir être maire, sûrement parce qu'ils connaissent très bien la fonction et ils savent la difficulté d'être maire aujourd'hui en France. Pour l'État, M. Marot, ce sont des élections importantes aussi, ces élections municipales? Bien sûr. Le maire, d'abord, c'est le premier échelon de la démocratie, c'est la proximité. Et puis, le maire a un rôle clé à jouer. Il est le représentant de l'État, d'abord, enfin aussi, hein, pas d'abord, aussi. C'est lui qui organise les élections, notamment. C'est lui qui gère la crise quand elles arrivent. Il est responsable de la tranquillité publique et de la salubrité, donc il a un rôle fondamental à jouer avec des compétences de proximité. Donc c'est très très important, cette élection. Monsieur Rochette, tous les élus et les candidats à ces élections municipales, donc des 15 et 22 mars prochains, sont-ils conscients des règles à respecter? Alors, oui et non, parce que dans les candidats, on a des personnes qui sont des femmes et des hommes qui sont déjà élus. Et puis, c'est la démocratie. On a des femmes et des hommes qui souhaitent s'engager. Donc, même si nul n'est censé ignorer la loi, c'est un système qui est parfois un petit peu complexe et c'est par exemple le rôle de l'AMF, hein, l'Association des maires de France, eh bien d'informer les maires, les communes des règles à suivre. Et puis c'est bien sûr aux côtés de l'État. Alors parmi ces règles, Monsieur Marot, il y a des dates à respecter. Oui. La première, quelle est la date limite pour déposer sa candidature, sa liste? Alors, d'abord, les deux premières dates, ce sont les dates du scrutin. Le 15 mars 2020 pour le premier tour et le 22 mars 2020. Et ensuite, effectivement, à partir de ces dates, il y a une date limite pour déposer sa candidature. Il faut obligatoirement déposer sa candidature. Ça, d'abord, il faut le souligner. Oui, parce qu'on parle d'une date, effectivement, précisons que sans dépôt de candidature, pas de candidat. Ce qui est une nouveauté. Hein. Et auprès de l'État, c'est une nouveauté, le dépôt de la candidature. Enfin, ça date de l'élection précédente, de 2014. Donc là, c'est renouvelé en 2020. Et la date limite pour le premier tour, c'est le 27 février à 18 h. Et pour le deuxième tour, le 17 mars à 18 h. Et alors, comment procéder? Parce que je me mets à la place d'un nouveau candidat qui n'a pas encore cette expérience d'élu. Comment doit-il procéder pour déposer sa candidature? Alors, il y a deux cas de figure. S'il est dans une commune de moins de 1000 habitants, il peut déposer une candidature isolée ou groupée. Donc là, pour les candidatures groupées, très souvent, les élus sortants constituent des listes, hein, même dans les communes de moins de 1000 habitants. Hein, voilà, j'espère que je ne trahis pas de secret, Monsieur Rochette. Voilà. Mais on peut déposer une candidature isolée, c'est tout à fait possible, ou une liste incomplète, hein, deuxième cas de figure. Dans les communes de plus de 1000 habitants, il faut déposer une liste complète et paritaire, hein, avec un nombre d'élus, de candidats qui varie suivant la taille de la commune. Alors, qu'est-ce que la candidature isolée? C'est un homme qui se présente, ou voilà, une femme qui se présente seule. Cette fois, il n'y a pas de liste, rien du tout, c'est juste une personne. Par exemple, une commune de 500 habitants, de moins de 500 habitants, on a 11 conseillers municipaux, si on est entre 100 et 500. Donc on peut déposer une liste de 11, comme on peut être un candidat seul, ou deux, voilà.
Par contre, effectivement, au-dessus de 1000 habitants, il y a une obligation de liste. Et puis, on en parlera peut-être après aussi, il y a ce qu'on appelle le fléchage, c'est-à-dire qu'il y a aussi la désignation à l'intercommunalité. D'accord. Alors, on peut effectivement en parler dès maintenant de cette intercommunalité, parce qu'effectivement, se présenter comme candidat au municipal, c'est aussi agir au niveau de l'intercommunalité. Donc, dans quelle mesure, Monsieur Marot, Monsieur Rochette, dans quelle mesure le candidat à l'élection municipale, comme vous parlez de fléchage, va-t-il aussi avoir un rôle à jouer à l'intercommunalité? Alors, on distingue les communes de moins de 1000 et de plus de 1000. Les communes de moins de 1000, c'est ce qu'on appelle dans l'ordre du tableau. C'est-à-dire que c'est le maire, puis le premier adjoint, etc. Donc ce ne sera pas directement lors de l'élection, ce sera dans le dimanche qui suit le premier tour ou le deuxième tour, suivant qu'on est élu au premier ou au deuxième tour. Dans ce cas-là, le maire sera élu et ensuite on élira le premier adjoint, le deuxième adjoint. Donc prenons le cas d'une commune de 800 habitants qui a droit qu'à un conseiller communautaire. Le maire sera automatiquement conseiller communautaire. Autre intercommunalité avec toujours cette commune de 800 habitants, mais là elle a droit à 2 conseillers communautaires. Le maire et le premier adjoint seront conseillers communautaires. Ce n'est pas l'électeur qui les aura désignés directement, ce sera indirect, puisque ce sera dans l'ordre du tableau décidé par le conseil municipal lors de sa première élection. Tout à fait. Et puis après, les plus de 1000 habitants, c'est ce fléchage par liste. Ça a l'air complexe, comme ça, à vous écouter, ces fléchages, ces limites, voilà, plus de 1000, moins de 1000, entre 100 et 500. Est-ce que, quelque part, les futurs candidats peuvent retrouver toutes ces informations? Y a-t-il, Monsieur Marot, un site internet où on peut retrouver voilà, tous ces tableaux en fonction du nombre d'habitants? On peut aller sur le site servicepublic.fr où on a une première information. Déjà, comment s'inscrire sur la liste électorale, qui est la première préoccupation du futur candidat. Du futur candidat et du futur électeur, mais même le futur candidat il doit être inscrit sur la liste électorale de la commune pour se présenter. Et il a jusqu'au 6 février 2020 pour le faire, ce qui est une nouveauté, puisque avant c'était avant le 31 décembre, grâce au nouveau système pas électoral, au niveau système qui est pris en charge par l'INSEE, des listes des candidats, pas des candidats, des électeurs. Voilà. Le fichier des électeurs, qui est géré d'une nouvelle façon avec l'INSEE, maintenant, on a une date plus large pour pouvoir s'inscrire sur la liste électorale. Donc ça, c'est un progrès qui date de 2019, qui a été expérimenté pour les élections européennes. Donc là, ça se poursuit. Donc il doit s'inscrire avant le 6 février. Et sur servicepublic.fr, on trouve toutes les informations, à la fois pour s'inscrire et comme électeur. Et on trouve le mode de scrutin et avec ces différentes subtilités qu'on a rappelées. Monsieur Rochette, sur l'Association des maires de France, est-ce qu'on peut retrouver aussi peut-être ces informations? Bien sûr, l'Association des maires au niveau national a fait un mémento qui est en ligne sur le site internet. Vous disiez ça paraît compliqué, mais ce qui était très compliqué avant, c'est quand il n'y avait pas l'obligation d'être candidat, c'était des dépouillements qui étaient incroyables. C'est que vous pouviez trouver 90 noms dans le dépouillement parce qu'il n'y avait pas obligation d'être candidat. Alors certes, ça paraît un peu compliqué, mais ça permet vraiment de border ces élections parce que ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait des élections les plus claires, qu'il y ait le moins de recours possible. Et là, on a eu l'expérience de 2014, ça a plutôt bien fonctionné. Donc il n'y a pas de raison qu'en 2020, ça ne marche pas non plus. Quelles sont les conditions pour être candidat dans une mairie, Monsieur Marot? Il faut être électeur et inscrit sur les listes électorales et avoir toutes ses capacités. Être majeur? Être majeur, oui, être majeur. Résider dans la commune? Est-ce une obligation? C'est obligé d'être inscrit sur le rôle des impôts depuis 5 ans, je crois. Si on réside dans la commune, il n'y a pas de difficulté, mais il y a une autre possibilité. Si on possède un bien sur la commune et pour lequel on paye des impôts locaux, on a la possibilité également d'être inscrit sur la liste électorale. C'est traditionnellement les personnes qui ont une résidence secondaire et qui sont attachées à la commune dans laquelle ils ont une résidence secondaire, par exemple. D'accord. Alors, pendant des élections, la communication joue un rôle essentiel dans la campagne des candidats. Là encore, il y a des règles très strictes qui encadrent cette communication, n'est-ce pas, Monsieur Marot? On ne peut pas communiquer n'importe comment pendant des élections. Alors il y a plusieurs choses, oui. Il y a une date qui est importante, qui est le 1er septembre 2019. Donc une date qui est dépassée déjà. On y est. Les actions de communication mises en œuvre par la commune sont encadrées, ainsi que le PCI,
c'est l'article L52.1 du Code électoral. Et il y a plusieurs principes à retenir. Il faut, pour respecter la légalité, faire une communication habituelle. C'est-à-dire que la collectivité, elle peut continuer à organiser des manifestations si elles sont analogues à celles des années passées. Ça, c'est le grand principe. Hein, voilà. Par exemple, j'ai une fête traditionnelle d'automne, le maire sortant peut très bien tenir cette foire d'automne et faire un discours dans le cadre de cette foire en valorisant les entreprises qui viendraient sur cette foire. Par contre, je n'ai pas le droit d'organiser cette foire pour la première fois pendant cette période. Ce sera plus délicat. Ce sera plus délicat. C'est que la communication devra être bien encadrée. Alors, il y a aussi la cérémonie des vœux. Oui, effectivement. Qui est important au mois de janvier. Oui, oui. Là aussi, le maire peut présenter ses vœux, peut présenter les réalisations de la commune dans l'année qui s'est achevée. Par contre, il n'est absolument pas possible qu'il fasse un bilan du mandat entier. Voilà, c'est vraiment ce principe de continuité, de régularité qui structure après la jurisprudence. Hein. Et a fortiori, il ne pourra pas présenter ce qu'il a envie de faire sur le prochain mandat s'il veut se représenter, naturellement. Hein. Et ce qui est strictement interdit, c'est les campagnes de promotion publicitaire des réalisations de la gestion d'une collectivité, la publicité commerciale, naturellement. Hein. Et il est également interdit les appels téléphoniques gratuits par le candidat. Par exemple, utiliser les employés municipaux ou utiliser soi-même le téléphone de la mairie pour appeler des électeurs ou des futurs électeurs pour leur expliquer tout le bon fonctionnement de son mandat. Et tu as entendu en plus qu'il y a un autre seuil, c'est le seuil là où il y a des comptes de campagne et là où il n'y en a pas. Oui. Pour la très grande majorité des communes de Côte-d'Or, il n'y en a pas. Le seuil, c'est 9000 habitants. Oui, absolument, absolument. De mémoire. Et puis, il y a un autre document. Je parlais tout à l'heure du bilan de mandat. Les équipes municipales peuvent très bien faire un bilan de mandat. Par contre, ce document, il doit être fait avec les finances privées personnelles des candidats sortants et pas du tout de la collectivité. Et après, par exemple, la charte graphique doit être complètement différente de celle de la commune. Par exemple, le blason ne doit pas apparaître. S'il y a une devise de la commune, là, ça fait partie, en fin de compte, d'une communication qui est là. Qui appartient à l'image de la commune, donc on n'y touche pas. Tout à fait. Alors vous devancez mes questions, Monsieur Rochette, puisque justement, c'était comment un candidat sortant peut-il justement donc valoriser son bilan, à quelle occasion il peut faire des discours voilà, justement, pas au moment des vœux, j'ai bien compris, mais il peut organiser des discours pour justement dresser son bilan annuel, enfin de mandat, même pas qu'annuel, mais de son mandat. Alors, il y a ce qu'il peut faire dans son rôle d'élu et ce qu'il peut faire en dehors. Parce qu'on peut avoir, c'est un peu schizophrène. Hein. Ça va être complexe, oui. Là je suis maire et là je suis candidat. Donc en tant que maire, je présente mes vœux. Je parle des réalisations de l'année précédente, comme tous les ans. Je ne dis pas que je suis candidat. Ce n'est pas le lieu d'annonce de ce qui va se passer après 2020. Et puis, sur le carton, on conseille aux élus que les cartons soient non nominatifs. C'est Madame le maire, Monsieur le maire qui invite aux vœux. Ce n'est pas Ludovic Rochette. D'accord. Voilà. C'est quand même des usages de bon sens qu'il faut juste maîtriser. Donc, même si les jurisprudences sont très très fines, les grands principes, c'est quand même des principes de bon sens. Alors, Monsieur Marot, que risque l'élu qui ne respecte pas les règles? Il risque... alors déjà, c'est apprécié par le juge, hein, et ça dépend de la nature et du degré de gravité de l'irrégularité qui est constatée. Il risque l'inéligibilité. Il ne peut plus se représenter aux élections. Ça peut entraîner l'annulation du scrutin, hein, en cas de recours qui serait jugé postérieurement à l'élection, des sanctions financières, voire des sanctions pénales. Alors, on a parlé un peu de l'organisation de ces élections. On a vu un petit peu que les candidats sortants peuvent tout de même présenter leur bilan, mais d'une manière très encadrée. Mais alors justement, Monsieur Rochette, vous qui êtes président de l'Association des maires de Côte-d'Or, quel est le sentiment global des élus à l'issue de leur mandat qui approche? Est-ce qu'ils sont plutôt heureux ou pas
nos 698 maires de Côte d'Or, je crois. Alors les 698 maires, je pense qu'ils adorent leur commune, ils adorent leur fonction, mais c'est une fonction qui devient de plus en plus exigeante. Moi je suis maire depuis 21 ans, j'ai vu l'évolution de la difficulté de cette fonction. L'année dernière, on était sur un sentiment d'exaspération. Balance ton maire, enfin plein de choses. Là, on est plutôt d'ailleurs passé dans une phase plutôt cajole ton maire maintenant. Et on peut s'attendre à ce qu'il y ait moins de renouvellement qu'attendu l'année dernière. L'année dernière, on était sur un maire sur deux ne voulait pas se représenter. Là, en fin de compte, c'est l'attachement des maires qui pousse des femmes et des hommes à continuer. Nul n'est irremplaçable, mais il y a l'inquiétude de savoir ce qui va se passer derrière. Et je pense que le prochain mandat, la constante par rapport à ce mandat actuel, ça sera par contre le fort renouvellement en cours de mandat. D'accord. Entre 2014 et 2019, on a une commune sur 10 en Côte d'Or qui a vu son maire changer. D'ailleurs, petite parenthèse, 57% des nouveaux maires, dans ce cadre-là, sont des femmes. Je ne vous cache pas que ça me fait personnellement plaisir. Et je le dis juste pour ça. Mais plus sérieusement, on peut imaginer qu'entre 2020 et 2026, pour des questions de mobilité, mais aussi pour des questions de transmission, eh bien, le renouvellement sera peut-être plus important. Généralement, c'est dans ce cas-là un adjoint qui prend le relais. Alors c'est ce qui explique en partie ces 57% de femmes. Parce que souvent, le premier adjoint était une femme, et c'est tout naturellement que cette femme a pris la fonction de maire après la démission pour différentes raisons de ces maires. Je reviens sur le passé, enfin sur le bilan de ces maires sortants. La loi NOTRe, ou NOTRe, selon les avis, a bousculé les prérogatives des maires. Est-ce que ça a été un coup dur pour M. Rochette ? Alors, cette loi, moi je l'ai combattue, mais cette loi, elle est surtout tombée à un mauvais moment. Peut-être qu'à un autre moment, elle serait peut-être mieux passée. C'est qu'on est arrivé en 2015 sur un début de mandat qui était très dur, où on avait déjà eu un gel puis une baisse des dotations. Cette loi est arrivée et le mandat qui se termine, alors c'est très fort, mais j'appelle ça un mandat de chien, parce qu'il a été très compliqué et parce qu'on est frustré de ne pas avoir pu déployer des politiques sur l'ensemble d'un mandat. En 2017, on a eu des fusions d'intercommunalités, c'est fait, on est pour, on est contre, c'est fait, voilà. Ces intercommunalités, elles sont maintenant actives depuis 1 an. Donc c'est peut-être ce qui va pousser paradoxalement certains élus à repartir en 2020 pour essayer de bénéficier d'un mandat plein. Oui, je confirme. Des présidents d'intercommunalité m'ont dit qu'ils souhaitaient se représenter comme maire, notamment parce que la présidence de l'intercommunalité ou la vice-présidence, pour certains, les intéressait beaucoup, qu'ils avaient beaucoup de projets, qu'ils n'avaient pas pu aller au bout. Donc j'abonde tout à fait dans le sens de M. Rochette. Comment les maires font-ils face, une autre question qui concerne aussi l'État, à la baisse des dotations ? Alors les dotations ne baissent plus. Les dotations de l'État ne baissent plus. Mais elles ont baissé, et alors elles ne baissent plus depuis quand, monsieur Marron ? Alors, attendez, attention, elles ne baissent plus globalement. Voilà, il faut être juste. J'aime la précision. Voilà. Dans le mandat précédent, elles ont baissé, M. Rochette l'a dit, je le confirme. C'est-à-dire que les dotations de l'État aux collectivités territoriales, dont les communes, ont diminué tout au long du mandat. C'était une contribution des collectivités territoriales, pas seulement les communes, au redressement des finances publiques. Le gouvernement actuel, à partir de 2018, a décidé de ne plus baisser globalement la principale dotation aux communes, notamment la DGF, la dotation globale de fonctionnement. Elle ne baisse plus. L'enveloppe est globale. En revanche, il y a des critères d'attribution de la DGF, notamment une péréquation, qui fait que pour certaines communes ça baisse, pour d'autres ça augmente. L'enveloppe est constante, mais certaines communes continuent à enregistrer des baisses dans une proportion moindre quand même que ce qu'on voyait sur le mandat précédent, où il y avait une baisse de l'enveloppe. Monsieur Rochette, je vois votre visage qui s'anime. Un commentaire peut-être ? Oui. Alors c'est parce qu'on parle des aides et puis aussi les prélèvements. Voilà. Donc il faut mettre un ensemble.
Et effectivement, sur des données très macro, on peut voir des stabilisations. Après, c'est surtout la difficulté d'un certain type de communes qui vont avoir des baisses de dotation, avoir des augmentations de prélèvements. Et souvent, c'est des communes qui sont fragiles, dans des espaces qu'il faut aider. Donc, je pense que là, on a dépassé le débat. Est-ce que ça bouge plus? Est-ce que ça monte? Est-ce que ça baisse? C'est qu'on souhaite maintenant qu'il y ait une perception plus affinée, et ça, c'est des décisions nationales, vis-à-vis d'un certain type de communes qui rencontrent actuellement beaucoup de difficultés. Alors justement, avec les élections municipales qui approchent, qui est le thème de notre émission des hommes et des territoires aujourd'hui, est-ce qu'un futur maire, qu'il soit sortant ou candidat, peut se lancer dans son mandat en se disant « j'aurai suffisamment de financement pour pouvoir mener les actions que j'ai en tête ». Alors, c'est qu'on va avoir un travail en commun, déjà, c'est la formation. C'est qu'un nouvel élu aujourd'hui, c'est pas comme un nouvel élu il y a 25 ans. On a un gros travail de formation en termes de gestion, en termes de ressources humaines, en termes d'environnement, enfin d'urbanisme. Voilà. On a à déployer des formations pour que les élus puissent rapidement agir dans ce domaine. Et les élus font preuve, on le voit partout, de ressorts d'imagination incroyables pour faire face justement à ces difficultés. Donc, un certain type de communes se retrouve vraiment en difficulté. Et puis, il y a un ensemble de communes qui peut encore avoir des marges de manœuvre. Par exemple, c'est en partie grâce à l'État, avec des propositions de la part d'élus, la DETR, c'est une aide pour l'investissement pour les travaux. Maintenant, lorsque l'on crée en Côte d'Or des logements communaux, on peut bénéficier de la DETR. Ben, ça, c'est malin. Parce que cette aide, ça nous permet de dynamiser nos villages et aussi d'avoir des ressources supplémentaires avec les loyers. Donc, tout ça n'est pas perdu. Hein. On peut imaginer des systèmes de subvention qui vont avoir des effets multiplicateurs. Ce que je voudrais souligner, c'est que ce qui est important pour un élu, alors les sortants connaissent le système, donc ils savent déjà s'ils auront de la marge de manœuvre ou pas, mais les nouveaux, ce qu'ils doivent savoir, c'est qu'ils ont un certain nombre de leviers à leur disposition, et ce qu'on a besoin de leur donner, c'est de la prévisibilité. Est-ce que la dotation de l'État va continuer à baisser ou pas? Est-ce que je peux actionner le levier fiscal ou pas? Et dans mes relations avec l'intercommunalité, de quel prélèvement je vais subir et qu'est-ce que je vais recevoir en retour? Donc il faut leur donner de la prévisibilité sur tout ça. Et c'est vrai que le système de recettes des collectivités territoriales est très complexe. Donc on a besoin de donner de la prévisibilité, mais les leviers existent. Et le levier fiscal demeure. Et je pense que notamment la réforme de la fiscalité locale pour compenser la suppression de la taxe d'habitation avec le transfert du foncier bâti maintient un levier pour les communes. Donc ça, c'est important de le souligner. C'est pour ça qu'on souhaite vraiment avoir les règles du jeu pour 6 ans. Ce qui n'a pas été le cas précédemment. Et c'est pour ça qu'il y a ce sentiment pour beaucoup de collègues de frustration. Oui, et à vous entendre, il est également essentiel, me semble-t-il, effectivement une formation pour s'y retrouver dans tous ces rouages administratifs d'aide et de levier et de fiscalité dont vous parliez, qui peuvent effectivement faire peut-être un peu peur à certains candidats, à certaines personnes qui aimeraient se lancer dans l'intérêt de leur commune. Et du coup, une question, est-ce que la solitude du maire face à tout ça, est-ce un mythe ou une réalité? Alors, moi, j'ai rencontré 3 types de solitude. Il y a déjà le maire qui se trouve parfois seul avec sa population, avec ses ennuis. Voilà. Et ça, c'est notre rôle, État et association d'élus, de l'aider, de l'épauler. Et c'est pas évident quand on est maire d'avouer qu'on est un petit peu dans la mouise. Voilà. Et puis il y a 2 autres types de solitude qui sont plus complexes. Il y a le maire seul au sein du conseil communautaire. Il est seul représentant de sa commune. Grossièrement, il y a, pour faire des stéréotypes, les super-maires qui sont membres du bureau, vice-président ou président comme moi, et puis il y a les autres. Bon. Et puis il y a le maire qui va se trouver seul face à son conseil municipal lorsqu'on parle justement de la communauté de communes. Comme si le maire était un peu le VRP
de la communauté de communes. Alors actuellement, il y a une loi en discussion au Parlement, engagement et proximité, qui, on l'espère, va essayer de limiter ces impressions, c'est pas que des impressions, hein, mais c'est des vraies réalités de solitude des maires. Et notre tâche AMF, dès mars prochain, c'est d'aller auprès des maires, des nouveaux, pour les aider, pour les épauler, et puis pour qu'ils aient les bons réflexes, pour qu'on ait tout de suite les bons usages. Alors, dans cette solitude, M. Marot, il y a aussi les responsabilités qui incombent au maire au quotidien. Est-ce qu'il a notamment le pouvoir de police, quelles sont toutes les responsabilités qui portent sur un maire au quotidien? Alors, elles sont importantes. Moi, j'abonde dans ce que vient de dire M. Rochette. D'abord, le maire, il est seul, et il faut que nous, les services de l'État, avec l'AMF, hein, chacun dans son rôle, on les aide, les maires, on leur explique comment ils peuvent se retrouver dans le réseau de l'État, déjà. Le maire, il faut qu'il ait une relation avec la gendarmerie nationale, une relation avec l'éducation nationale, une relation avec la préfecture ou la sous-préfecture, une relation avec la direction départementale des territoires pour les actes d'urbanisme. Donc c'est, vous voyez, avec des services sanitaires, le cas échéant. Voilà, donc c'est extrêmement compliqué. Donc il faut qu'on lui explique notre boîte à outils et comment il y accède. Donc ça c'est déjà important. Et après, oui, je confirme, le maire, il a des responsabilités importantes. Il a des pouvoirs de police générales sur sa commune, la tranquillité publique et la salubrité. Et après, il a des pouvoirs de police spéciaux, quoi, hein. Sur l'environnement, il peut agir, mais c'est pas simple parce que c'est une législation très complexe sur le stationnement, sur les édifices menaçant ruine. Il y a beaucoup de textes très spécialisés dans tous ces domaines, et là, il faut qu'on lui apporte un appui. L'AMF le fait avec des fiches, avec un site internet très bien fait, et nous, on a développé le conseil aux élus. Hein, voilà. Le vrai enjeu en début 2020, ça sera de savoir où est-ce qu'on va mettre le curseur. Parce qu'il faut épauler les nouveaux maires, il ne faut pas les dégoûter non plus. Parce que si on les forme pendant 3 mois, 24 heures sur 24, on va les déformer. Donc c'est vraiment un travail très compliqué d'arriver à apporter un niveau de formation d'un point de vue initial en début de mandat, et puis après il y a la formation tout au long du mandat. Voilà. Ça c'est vraiment les 2 rôles des associations d'élus en termes de formation. Je reviens notamment sur ce pouvoir de police. Quand on est dans une très grande commune, on peut se dire que c'est peut-être plus évident. Quand on est dans une commune de 50, 100 habitants, que tout le monde se connaît, que le maire est son voisin, est-ce que c'est toujours aussi simple d'avoir cette mission de police et de faire respecter un peu la tranquillité publique et l'ordre? C'est très compliqué lorsqu'on est sur du sensible et du personnel. Je pense que comme les 697 maires, il m'arrive d'avoir des coups de téléphone en me disant voilà, monsieur le maire, le voisin est en train de passer la tondeuse, ou il fait de la fumée, voilà. La première chose que je dis, c'est qu'est-ce qu'il vous a dit? C'est déjà que les habitants se parlent. Voilà. Et quand il y aura une communication entre habitants peut-être un peu plus fluide, ça sera plus facile pour les maires d'avoir à appliquer leur pouvoir de police. Alors, Monsieur Marot, vous vouliez compléter? Oui, ce qui est important, c'est la pédagogie dans ces domaines. C'est-à-dire que, pour l'exemple de la tondeuse, le dimanche matin, quand les gens peuvent enfin dormir et récupérer de la semaine, c'est vrai que c'est exaspérant. Il ne faut pas appeler directement la gendarmerie, aussi bien pour un voisin que pour un maire. Il faut d'abord se parler. J'abonde tout à fait dans ce que dit M. Rochette. Et après, le maire, il doit expliquer la règle à sa population, expliquer pourquoi il y a cette règle, pour la tranquillité de tous. Et c'est un équilibre, c'est toujours un équilibre. Entre il y a des gens, ils peuvent passer leur tondeuse que le dimanche matin. Il y a des gens qui veulent dormir, voilà. Donc voilà, cet équilibre et cette pédagogie est excessivement importante. Et après, quand le maire constate qu'il a affaire à des gens agressifs, mauvais coucheurs, il ne faut pas qu'il s'engage. Il faut qu'il appelle la gendarmerie nationale, qui est là pour l'aider. Alors pas forcément à la minute, en fonction des autres missions qu'ils ont à faire, mais ils pourront venir et ils pourront intervenir et le cas échéant verbaliser si c'est nécessaire. Alors justement, certains maires ont fait l'objet de faits divers parce que victimes d'agressions, victimes de malveillance.
Comment expliquer cet état de fait, M. Marot? Comment lutter contre ces violences faites aux maires? Alors d'abord, la violence, elle augmente globalement dans notre société. Elle ne s'exerce pas que contre le maire, elle s'exerce entre les personnes. On constate une hausse de la violence, et elle s'exerce contre les institutions. L'école, les services de l'État, la police, la gendarmerie, les pompiers, et donc aussi le maire qui est exposé. Mais il n'est pas exposé en tant que tel, il est exposé parce qu'il y a une violence générale contre les institutions qui augmente, pas de toute la population, mais d'une partie de la population. Donc ça, c'est le premier point. Et du coup, dans ce climat général, oui, le maire est exposé. Alors, c'est pas forcément simple pour lui, avec les fonctions qu'il a. Il a un pouvoir de police. Certains, dans les communes plus importantes, ont la chance d'avoir une police municipale sur laquelle ils peuvent s'appuyer. C'est généralement les communes qui ont au moins 1500, 2000 habitants. Voilà, certaines de plus de 1000 commencent à en avoir une. Il y a des pistes sans doute du côté de l'intercommunalité pour les communes plus petites. Certaines intercommunalités commencent à développer une police intercommunale qui peut également remplir son rôle. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le maire il ne peut pas rester seul, il faut qu'il demande des conseils, il peut appeler la gendarmerie nationale sur ces questions, mais ça suppose que dès son élection, il établisse un contact avec la communauté de brigade la plus proche de chez lui, et notamment le commandant de cette communauté de brigade, pour savoir ce que la gendarmerie peut faire pour l'épauler, ce que lui doit faire parce qu'il est en première ligne. Ce dialogue avec l'ensemble des institutions est important, d'autant plus qu'on est dans un climat où le niveau de violence a augmenté. Il y a toujours l'expression, le maire, c'est l'élu à portée de baffe. Ça nous a rigolé avant. Oui, effectivement, elle peut faire sourire. Ça nous a fait sourire jusqu'à l'été dernier, avec notre collègue du Var. Et ça ne nous a pas du tout surpris. Pour nous, c'est quelque chose qui, malheureusement, devait arriver. Et en Côte d'Or, je vais voir tous les maires actuellement au titre de l'AMF, les 698 maires. J'ai déjà plus d'une dizaine de collègues qui m'ont fait état de plaintes, de harcèlement, de violence. Il y a d'ailleurs une affaire qui passe le 24 octobre prochain pour violence sur une de nos collègues. Alors c'est clair que ces faits n'incitent pas beaucoup de compatriotes à se lancer dans l'aventure. J'ai une dernière question plus positive, je vous rassure. D'accord. Mais moi je tiens à dire que malgré ces difficultés, c'est quand même une fonction, tout le monde vous le dira, c'est le mandat le plus beau. Eh ben, justement, oui, monsieur là-dessus, moi, ce que je voudrais ajouter, c'est que, donc d'abord, c'est tous les maires qui se font agresser, c'est scandaleux, et il faut qu'il y ait une réponse pénale le plus possible. Voilà, ça c'est fondamental, parce que par rapport au respect d'institutions, au respect de la loi, pour nous, c'est fondamental. Il y a beaucoup de maires qui se font engueuler, plus qu'ils se font agresser. Moi, c'est ce qu'ils me disent quand je les rencontre. Et certains disent qu'il y a juste un mauvais coucheur, un grognard dans la commune. Les autres, avec le reste de ma population, ça va. C'est vrai aussi. Voilà. Et certains maires se font déranger chez eux, parce que les gens veulent une réponse tout de suite. Mais parfois parce qu'ils ont un certain désarroi. Et ils se tournent vers le maire, et ils n'hésitent pas à le déranger, y compris chez lui, y compris dans son cadre privé. Il n'y a plus de café, il n'y a plus de curé. Donc ça aussi c'est une difficulté. Le maire il a besoin de souffler à certains moments. Il a besoin de son dimanche matin sans tondeuse, à sa manière. Ouais. Moi je raconte à chaque fois une anecdote de mon village. J'étais maire depuis 1998, depuis quelques temps, quelques semaines, et ça frappe à la porte, toc toc toc, et donc j'ouvre, et c'est un copain qui était là, et je lui dis qu'est-ce que t'as un souci? Et puis il dit non Ludo, aujourd'hui, je sens que ça va mordre. Il faut que tu me fasses une carte de pêche. Le dimanche à 7h du matin. Voilà. Bon, ça, ce sont des anecdotes qui sont joyeuses. Bon, après, on dit, écoute, Lionel, voilà les horaires de la mairie, tu reviendras. Voilà. Après, il y a des moments plus compliqués. Et puis, je pense qu'il faut penser aux élus et à leur entourage. Et pour la famille, c'est pas évident non plus. Et c'est pour ça que le cadre de défense des élus doit vraiment être strict et sans faille. Être élu est un sacerdoce.
je pense qu'il faut être... il y a une part de masochisme, mais non, c'est que vraiment tous les élus vous diront que ils sont passionnés par leur mandat, ils sont passionnés par leur commune et ils souhaitent défendre leur territoire. Alors justement, ma dernière question, messieurs, on le rappelle, il est encore temps pour de futurs candidats largement de s'inscrire, puisque vous l'avez dit, M. Marot, jusqu'au mois de février. Jusqu'au 27 février, oui. Alors il y aura à peu près 3 semaines et demie et les inscriptions se feront par arrondissement, donc à Dijon pour l'arrondissement chef-lieu, à Beaune pour l'arrondissement de Beaune et à Montbard pour l'arrondissement de Montbard. Donc il y a encore le temps de réfléchir à son éventuelle candidature. Est-ce que je veux ou non être candidat aux élections municipales pour ces 15 et 22 mars? Messieurs, une question. Comment motiver encore, puisqu'on l'a vu, certaines communes peinent à trouver des successeurs. Qu'est-ce qui peut encore motiver un citoyen à s'engager pour devenir maire? On a une chance incroyable en France, c'est qu'on a 35 000 faisceaux de démocratie. Alors, certes, ici ou là, ils doivent se moderniser, ces faisceaux, mais on a la chance d'avoir notre mot à dire sur la parcelle où on habite, avec la plus grande proximité. On nous dit souvent que la France a trop de communes. Moi, je trouve que c'est une chance incroyable. Et que justement, eh bien, les citoyens doivent utiliser cette chance pour faire parler leur choix. Et puis, éviter aussi souvent la démocratie participative. Parfois, c'est un petit peu bidon. La vraie démocratie participative, c'est l'élection. Monsieur Marot, pourquoi faut-il être maire? Pourquoi être candidat à ces élections? Pour gérer la proximité, pour faire le bien public sur son territoire, au plus près de chez soi. Et c'est fondamental. Et il y a beaucoup de maires ou d'élus municipaux que je rencontre qui reconnaissent que c'est difficile, mais qui disent c'est le plus beau mandat. Je l'ai entendu plein de fois, ça. Les maires sortants, ils disent, même quand ils arrêtent, quand ils disent bon, bah, là je suis un peu âgé, je veux passer plus de temps avec ma famille, mais le mandat de maire, c'est le plus beau mandat. Je l'ai entendu plein de fois. Donc si vous voulez connaître le plus beau mandat, bah, il faut vous présenter. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, messieurs. Chers candidats, à vos programmes. Vous avez donc encore un petit peu de temps avant d'être élus pour ces élections des 15 et 22 mars prochains. L'émission des hommes des territoires revient bientôt pour vous faire découvrir d'autres facettes des collectivités et des territoires de Côte d'Or, en partenariat avec la Web TV Bourgogne-Franche-Comté et l'Écho des communes. À bientôt. Merci encore, messieurs. Merci. Merci.